Voilà. Ok, ça a commencé. Bonsoir à tous. Good evening. Hello. Guten Abend. Et buonasera. Voilà, c'est un Power BI multilingue. Alors, ce n'est pas une session dans toutes les langues qu'on va vous proposer ce soir, mais c'est plutôt voilà, une session autour de l'utilisation de Power BI pour représenter des données dans plusieurs langues. Donc, on va voir comment on peut représenter un rapport Power BI en plusieurs langues, ce qui n'est pas évident. Donc, comme d'habitude, quelques rappels sur la façon de joindre le meet-up. Gardez vos micros coupés, gardez vos caméras éteintes également dans un premier temps pour qu'on puisse se concentrer sur les présenteurs. Et ensuite, si vous avez besoin de vous exprimer, vous pouvez le faire dans le chat d'une part, et puis également, vous pouvez lever la main pour notifier donc les organisateurs que vous souhaitez participer et prendre la parole. Comme on est deux, Philippe et moi-même, on pourra, lorsque l'un présente, l'autre pourra également répondre aux questions dans le chat, et donc utiliser ce moyen pour communiquer au maximum. Et sinon, si on n'est pas nombreux et que le présenteur l'accepte, vous pouvez reprendre la parole, enfin, allumer votre micro et donc poser vos questions. Les news communautaires, dans un premier temps. Donc, vous pouvez toujours consulter le site internet clubpowerbi.com pour retrouver toutes les informations relatives au Club Power BI, notamment l'organisation des meet-up, également retrouver les vidéos enregistrées lors de ces meet-up si vous n'avez pas pu assister à l'un des meet-up. Vous pouvez également poser vos questions sur le forum et donc participer à l'activité autour de Power BI. Poser des questions d'une part, mais éventuellement, vous pouvez répondre à certaines questions si vous vous en sentez capable et si vous souhaitez donc apporter votre savoir à d'autres. Et puis également, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Twitter et être au courant des dernières informations via Twitter. Voilà les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver et participer aux différentes conversations autour de Power BI. Alors, le Club Power BI, c'est un club qui se retrouve dans différentes régions de France et de Belgique. Et on est présent dans 7 endroits entre la France et la Belgique. Tout d'abord, en premier, c'est sur Paris, représenté par Jean-Pierre et Tristan, qui sont à l'origine du Club Power BI. Il y a aussi une présence sur Lille, avec Guillaume et Julie. Une présence donc en Belgique, avec Isabelle et Arnaud. Sur Strasbourg, c'est Philippe et moi-même, David, qui vous présentons ce soir l'émission. Sur Lyon, vous avez Marie et Thomas. Ensuite, sur Aix-en-Provence, Joël et Franck. Bordeaux, ils sont 3 désormais, Gaël, Yass et Christophe. Et puis sur Nantes, Dimitri. Alors, les prochains meet-up. Donc, le 17 février, vous retrouverez un dossier spécial gouvernance et adoption présenté par l'équipe de Paris. Ensuite, le 2 mars, vous aurez un dossier spécial développer votre self-BI dans un contexte Big Data avec Power BI, présenté par l'équipe de Lyon. Ensuite, le 14 mars, un dossier spécial Power BI et Sage, présenté par Bordeaux. Ensuite, le 24 mars, un dossier spécial élaboration budgétaire grâce au duo Power BI et Excel, présenté par Nantes. Et puis, le 24 février, vous aurez donc le club Power BI, l'émission numéro 4, toutes les nouveautés du mois de février. Donc, vous pourrez retrouver ça donc le 24 février. Voilà les différentes dates des prochains meet-up que vous pouvez d'ores et déjà noter et donc réserver les créneaux donc sur votre calendrier.
Alors, mon rapport Power BI dans toutes les langues. On va voir différentes façons de procéder à cela. Ça va vous être présenté par moi-même, David Gérard, et puis mon collègue Philippe Gégé, qui prendra une bonne partie du temps tout à l'heure pour la partie complexe de présenter des rapports Power BI dans différentes langues. Alors, avant de passer à l'explication de Philippe et de Ted Pattison, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que je propose, qui est une façon très simple, qui peut se faire sur des petits modèles de données, et qui est donc accessible à tous, on va dire. Alors, je vais partager mon rapport Power BI. Je vais sortir de là. Et on va aller voir, donc, voilà. Alors, dans un premier temps, une méthode très simple de pouvoir présenter un rapport Power BI dans différentes langues qui consiste à multiplier les pages. Ce n'est pas forcément la meilleure des façons, mais encore une fois, si vous avez un modèle qui est relativement petit et que vous n'avez que deux langues, français, anglais, ou ça peut être français-allemand ou autre, vous pourriez éventuellement donc multiplier vos pages et avoir des boutons pour naviguer d'une page à une autre et juste changer les titres, les titres des axes, et avoir également, bien sûr, il faut avoir deux colonnes, une qui représente les données en anglais et une qui représente les données en français, pour pouvoir donc afficher les résultats dans la langue que vous le souhaitez. Et donc, au niveau des boutons, j'ai simplement activé une action au niveau des boutons pour naviguer d'une page à une autre. Et j'ai caché les pages en bas, ce qui donne l'impression, quand on navigue, quand on clique sur un bouton, d'afficher donc les données en français ici. On a donc, je vais masquer les... Voilà. Donc, notre rapport, d'une part, s'affiche en français. Et lorsque je clique sur un bouton, on va afficher les données en anglais. Ici, donc, on a simplement les mêmes visuels qui sont affichés sur deux pages différentes, deux boutons qui vont permettre la navigation d'une page à une autre, une façon très simple de procéder. J'ai simplement changé les noms de façon manuelle au niveau du visuel, et au niveau du champ, j'ai... voilà, j'ai donc deux catégories, enfin deux colonnes, hein, une qui contient les catégories en langue française et une autre colonne qui contient les catégories en langue anglaise. Cela implique que vous ayez à la base un jeu de données avec les deux colonnes. Si vous n'avez pas les deux colonnes, vous pouvez faire bien sûr la traduction. Alors moi, je suis allé dans Power Query et au niveau de la table des produits, c'était plutôt... Ça doit être... Ah, je ne retrouve plus ma... En tout cas, j'ai deux colonnes ici qui contiennent l'une les données en anglais et l'autre les données en français. Je ne me souviens plus où est-ce que j'ai fait la transformation de tout ça, honnêtement. Et donc, j'affiche la colonne dans un visuel et dans l'autre visuel, la colonne en français. Donc ça, c'est une façon très simple de procéder. Okay. Et donc, si vous n'avez pas déjà les colonnes dans les dans les deux langues, vous pouvez donc dans Power Query faire une colonne personnalisée toute simple qui va donc retranscrire dans la langue que vous souhaitez. Et donc deux boutons pour naviguer. Une autre façon de procéder, plutôt que d'avoir différentes pages, c'est éventuellement d'utiliser des signets, donc d'avoir deux visuels superposés, l'un au-dessus de l'autre. Si j'affiche hop, les sélections,
voilà, j'ai deux visuels, un qui est masqué et un autre qui est visible. Et en fonction du bouton sur lequel je vais cliquer, je vais donc afficher le visuel de la langue concernée sur laquelle j'ai cliqué. Donc là, ici, en l'occurrence, j'ai changé l'action des boutons. J'ai changé au lieu de naviguer d'une page à une autre, je fais donc apparaître un signet. Donc ici, en cliquant sur le bouton EN, on a donc le visuel anglais qui s'affiche. Le principe est le même, hein, j'ai deux visuels sur la même page, sur lequel donc j'ai l'un est connecté donc sur la colonne en anglais, l'autre qui est connecté sur la colonne en français, et les titres ont été changés donc manuellement sur ces visuels-là. Ça, c'est une façon très simple de pouvoir procéder et de pouvoir présenter un rapport en différentes langues. Une autre méthode consiste à utiliser un peu plus de DAX et donc alors, c'est pas celui-ci, pardon, hop, ça doit être celui-ci, méthode 2. Voilà, la deuxième méthode, ça consiste à utiliser plutôt du DAX pour filtrer les données. Donc là, dans Power Query, j'ai une table qui contient toutes les données en anglais et en français avec une colonne langue. Et ici, dans la colonne catégorie, on a, alors, dans la colonne catégorie, on a les deux termes, anglais et français. Et la colonne language permet de filtrer dans la langue que l'on choisit, français ou anglais. Donc, alors, ça alourdit bien sûr le jeu de données, hein. Encore une fois, ce sont des méthodes très simples et accessibles à tous, parce que vous allez voir après ce que va vous présenter Philippe, c'est quand même beaucoup plus complexe et ce n'est pas forcément accessible à tous. Alors, si vous avez un jeu de données qui est relativement petit et qui pouvez vous permettre de doubler le nombre de données, puisque effectivement, quand vous allez mettre des données en anglais, puis en français et éventuellement en espagnol ensuite, ça va doubler, voire tripler le nombre de lignes que vous allez avoir dans votre table. Donc, ça va rendre le rapport, enfin le jeu de données un peu plus volumineux, bien entendu. Donc, si c'est petit, ça peut marcher. Ici, en l'occurrence, on a les mêmes données donc, qui sont l'un au-dessus de l'autre, l'une en français, l'une en anglais. Et donc, bon, je suis passé par différentes requêtes intermédiaires pour constituer d'une part les données en anglais, d'autre part en français, et ensuite, voilà, fusionner les deux tables dans une table complète qui contient donc les données dans les différentes langues. Avec ça, donc ici, j'ai qu'un seul visuel sur une seule page. J'ai choisi la colonne catégorie. Et donc, j'ai un filtre qui est basé, ici j'ai un segment, un visuel de segment, qui va comprendre la langue qui vient de la table des langues. Donc, j'ai une table des langues aussi. Et j'ai fait une jointure avec la table des langues sur la table des produits au niveau de la colonne qui contient la langue à afficher. Okay. D'un autre côté, j'ai une table qui va contenir aussi les différentes traductions pour les titres de page, les titres de visuels et autres textes que je souhaite afficher. Donc, si on regarde mon tableau des traductions, Translation Table, alors j'ai juste fait simple, hein, j'ai juste fait sur un visuel, et en l'occurrence ici, c'est le visuel bar chart. Et donc, on a le titre du visuel qui est ici dans les trois langues. Et si on a plusieurs visuels, bien sûr, on les compléterait ici dans cette table. Et on vient chercher la valeur. Donc, j'ai créé une autre mesure là, qui utilise lookup value pour aller rechercher la valeur dans la table de traduction
pour le titre de mon visuel, d'une part, et en fonction de la langue sélectionnée également sur le segment. Et puis, donc ça permet de mettre à jour le titre du bar chart en fonction de la langue choisie, donc français ou anglais. Hop. Je sors de là, voilà. Et donc, mon visuel, par contre, se filtre automatiquement. Voilà, quand je sélectionne ce visuel, ça va donc afficher en anglais ou en français. Donc ici, je clique sur français, j'ai les termes en français, mon titre en français. Et si je clique sur anglais, j'ai les termes en anglais et le titre en anglais. Alors, il y a quelques limitations pour cette méthode, enfin pour les deux méthodes, puisque en ce qui concerne les titres d'Axe, on n'a pas de possibilité de mettre des formules, par exemple. Ça doit être du texte clairement renseigné. Donc là, je les ai supprimés parce que ça, je ne peux pas le changer dynamiquement. Sur l'autre méthode, comme je double les visuels, je double soit sur la même page à l'aide de signets, soit je crée différentes pages. Je vais pouvoir les rentrer manuellement. Donc, c'est une façon très simple. Ici, par contre, la façon dynamique est un peu limitée avec ça. Pour le titre du visuel, par exemple, donc, je suis allé au niveau des propriétés du visuel, au niveau du titre. Et donc, ici, on a la possibilité, à chaque fois qu'on a juste à côté du contrôle d'entrée, FX, ça veut dire qu'on peut renseigner dynamiquement la propriété. Et donc ici, j'ai une forme, je fais référence donc à ma mesure qui s'appelle bar chart title et qui me permet de retrouver donc le titre du visuel. Voilà, et donc ça me permet d'avoir dans les deux langues. Et si on avait en espagnol, on aurait pu avoir dans la 3 langues. Voilà, façon très simple de traduire son rapport, afin d'avoir son rapport dans différentes langues. Je vais laisser maintenant la parole à Philippe qui va nous présenter quelque chose d'un peu plus complexe, d'une façon certainement plus complète aussi, qui permet d'avoir voilà, des traductions un peu plus poussées sur différentes parties de visuel. Et ça, qu'on ne peut pas atteindre avec ce que je vous ai présenté. Voilà, merci. Et à toi, Philippe. David, il y avait deux questions. Oui. La première, je me propose d'y répondre. Christophe de Bordeaux, de notre équipe de Bordeaux, qui pose la question pourquoi ne pas privilégier des traductions en colonne plutôt que les traductions en multiplier les lignes. Mais ça, je me permets d'y répondre. Et à la question de Stéphane, est-ce qu'on peut avoir des slicers qui affichent aussi les données dans la langue correspondante, c'est-à-dire par exemple des pommes en français et des apples en anglais? Au niveau du slicer, alors attends, je vais reprendre la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu l'as trouvé? C'est une des dernières. Pardon? C'est une des dernières. Une des dernières. Alors, j'ai une question. Sauriez-vous s'il est possible dans un slicer, si l'utilisateur a filtré par exemple fruits pomme en français dans une liste déroulante, que cela reste coché sur Apple si je passe en anglais? Bonne question. Alors, j'ai pas fait de test là-dessus. À mon avis, c'est pas forcément facile. Alors, en fait, quand on fait une sélection via slicer, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'on filtre la ligne. Donc je dirais oui, puisque si on a des colonnes différentes, une en français, une en anglais, ou un code, un ID de ligne, ou des choses comme ça, je dirais plutôt oui.
Ouais, alors je suis en train de réfléchir, pas sûr. En tout cas, si je prends la méthode que j'ai ici, pour lequel j'ai 2 lignes pour chaque valeur, une en français, une en anglais, si je filtre sur pomme en français et que je change la langue sur anglais, euh, ça ne va pas garder le filtre sur Apple en anglais. Pas avec cette méthode que j'utilise en tout cas. C'est Par sûr, contre, effectivement, si c'est du multiligne, si tu as des traductions par ouais, ligne, effectivement, tu peux pas. Mais si, c'est sur la même ligne qu'on a les 2 infos, pomme et Apple, la ouais, réponse est oui, puisque par oui. définition, un slicer, en fait, d'une manière générale, un filtre, on sélectionne la ligne, et on la propage ensuite dans le reste du modèle. Donc la réponse Oui, est tout à plutôt oui fait. dans ce cas-là. Ouais, ouais. D'ailleurs, à ce sujet, moi, je voulais, au début, j'avais l'idée de vous présenter l'utilisation de paramètres dynamiques M avec Power Query. Par contre, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et quand j'ai commencé à préparer le modèle, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup encore de limitations sur l'utilisation des paramètres dynamiques M et qu'on ne pouvait pas l'utiliser avec des sources de données de type TSQL, donc tout serveur, SQL Server, Azure, SQL, etc. Toutefois, le principe est là. Si vous avez d'autres sources de données et que vous pouvez utiliser des paramètres dynamiques M, c'est peut-être une très bonne alternative parce que là, en l'occurrence, on peut rendre une colonne dynamique, en quelque sorte, avec les paramètres M. Euh, je vais montrer rapidement Power Query et je dois hop. Voilà, ici j'ai paramétré la colonne qui doit être retournée. Donc j'ai aussi une requête avec deux colonnes, une en français et une en anglais, qui doit se trouver dans l'autre table en fait, product catégorie. Voilà, j'ai une colonne en français et puis une autre en anglais ici dans cette table. Et ensuite, je vais fusionner les deux tables et récupérer qu'une seule colonne de cette table qui va être en fonction du paramètre de la langue. Donc là, j'ai un paramètre Power Query. Avec les paramètres dynamiques, il est possible de modifier ce paramètre, enfin la valeur de ce paramètre, via le modèle de données. Donc, en fonction de ce qu'on va choisir, FR ou EN, ça va retourner donc les valeurs en anglais ou en français, donc ici. Et hop. Donc, pour cela, il faudrait activer, si on retourne dans le modèle de données, on va choisir la langue. Où est-ce que j'ai? Ouais, ok, j'avais supprimé la table des langues. Donc ici, quand vous sélectionnez une colonne, bon, c'est plus actif ici dans cette table, vous avez la possibilité de choisir de lier un champ à votre paramètre. Une fois que vous avez fait la liaison entre votre champ et votre paramètre, dès lors que vous filtrez sur ce champ, ça va se répercuter aussi sur votre requête derrière et mettre à jour votre requête. Et donc, ça va donner quelque chose comme ça. Si je change manuellement ici, modifier les paramètres, je suis en français, donc j'ai mon visuel en français. Si je mets en anglais et que j'applique les modifications, je vais me retrouver voilà, avec mes données donc, en anglais ici. Donc c'est une autre façon de procéder. Mais encore une fois, voilà, je ne peux pas faire la démonstration complète puisque l'utilisation des paramètres dynamiques M ne sont pas encore effectifs avec des sources de données de type SQL. Mais ça aurait été une très bonne alternative si vous pouvez utiliser des paramètres dynamiques, ça c'est clair.
Et donc là, ça permettrait certainement de garder le filtre aussi, puisqu'on a les deux valeurs sur une même ligne, dans deux colonnes différentes. Et donc, effectivement, s'il y a un filtre sur Apple et qu'on change la langue, ça va se garder aussi sur Pomme, puisque c'est au même niveau. Donc, une solution comme ça qui pourrait permettre de conserver. Voilà. Bien. Je te laisse la parole, Philippe. Je vais répondre à Gaël Oui. qui posait une question qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on peut choisir une valeur par défaut dans un slicer, par exemple la date du jour? La réponse à ma connaissance est toujours non, Gaël, parce qu'on ne peut pas donner des règles pour définir une valeur par défaut dans Power BI. Désolé. Et je réponds aussi à Dimitar. Excusez-moi si j'écorche les noms. Oui, c'est galère, je confirme. Et on va le voir aussi combien c'est galère avec la méthode complète. C'est que des approximations, si on veut, pour y arriver. Donc, oui, c'est galère. Rien n'est fait pour nous simplifier la vie. Voilà. Donc, moi, j'ai présenté la chose facile. Hein. Oui. Mais Complexe. je vais présenter la méthode globale. Alors, elle n'est pas unique, mais voilà. Alors, sachez qu'on va peut-être déborder un peu ce soir, mais je vous ai réservé quelques petites démos sympas, donc ça va être convivial, vous verrez. Technique pour ceux qui adorent la technique et léger pour ceux, il y en aura pour tous les goûts. Pour ceux qui aiment, léger pour ceux qui débutent ou qui ne sont pas forcément très techniques, etc. Voilà. Alors, je vais être honnête, hein, rendons à César ce qui appartient à César. Tout ce que je prends est issu d'un travail qu'a fait Ted Patterson, qui travaille dans l'équipe Power BI 4, qui est là pour fournir des éléments. On le verra, ce qu'il a fait, tout est disponible sur un GitHub, libre de droit. Donc, je me suis permis de reprendre et ces slides et les traduire et de réorganiser un petit peu tout ça pour être un peu plus léger, un peu plus concis aussi. Donc, voilà. Donc, tout ce que je vous montre là, c'est le résultat de Ted Pattison que j'ai repris et que j'ai adapté pour vous ce soir. C'est un gros travail qu'il a fait, assez documenté. Là, je vous ai mis le lien vers son GitHub. Et vous trouverez entre autres dans ce qu'il produit différents dossiers, dont par exemple le dossier PBX qui vous donne des exemples de rapports Power BI, ce que je vais utiliser aussi ce soir. Et il vous donne aussi de la documentation, une version Word, une version PDF aussi, que vous avez ici, puis les slides PowerPoint que j'ai traduits. Quand même, j'ai fait l'effort de les traduire. Je n'ai pas repris que brut, etc. Il y a aussi d'autres choses dans son GitHub. Il y a deux types d'applications, je vous montrerai, où vous avez les codes sources, donc vous pouvez même les réadapter à votre usage, soit les réutiliser à votre tel quel, soit les réutiliser, les modifier à votre usage. Donc voilà. En résumé, Power BI fournit des fonctionnalités d'internationalisation et de traduction qui permettraient. Alors, je vais mettre ça pas mal au conditionnel parce que vous verrez que c'est pas si simple. Quand on dit qu'il y a des fonctions d'internationalisation, c'est pas franchement Power BI, c'est plutôt un composant sous-jacent. Je vais revenir dessus dans quelques minutes. On va pouvoir concevoir des rapports qui s'affichent, par exemple, en anglais, en espagnol, français, allemand, néerlandais ou que sais-je. C'est vrai que ça va être intéressant parce qu'on ne va pas créer des versions dans des langues ou des pages séparées. On va essayer d'utiliser quelque chose de plutôt homogène et on va voir que c'est plutôt réussi de ce côté-là, malgré quelques petites choses à faire. Et le fait de travailler sur un rapport qui supporte toutes les langues, ça réduit fortement la maintenance et les frais généraux. On n'a qu'une version du rapport et pas forcément l'obligation toujours de reporter tout dans les différents rapports, par exemple pages ou rapports dans toutes les langues. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la création de rapports, c'est très délicat et contre-intuitif.
Voilà, c'est le problème. Certain nombre de choses nécessitent Power BI Premium. Alors, c'est vrai pour certaines choses, on va le voir. Là-dessus, Microsoft, alors autant vous dire, la documentation, comment créer un rapport multilangue, il n'y a rien. Microsoft est un peu passé à côté de la chose. C'est un peu paradoxal parce qu'on avait quand même une ancienne version avant Power BI, il y avait SSAS, SQL Server Analysis Services, notamment le multidim, qui facilitait énormément la partie multilangue, même si c'était plutôt la façon d'analyser les données et pas trop la façon de les présenter. C'est assez récurrent. Les applications Power BI ne prennent pas les traductions, il faut les déployer, les rapports d'une autre manière. Je vais détailler ça. Les défis liés à la création des rapports, donc ce qu'on disait, c'est délicat et non intuitif. Pourquoi? Parce que certaines parties de Power BI, on va les détailler, sont conçues pour prendre en charge des traductions, d'autres ne le sont pas. Donc il va falloir essayer de détourner le problème pour ce qui n'est pas pris en charge, pour les faire prendre en charge. L'ajout de prise en charge de traduction nécessite des outils avancés et du code personnalisé. Rien n'est standard chez Microsoft de ce côté-là. Et c'est pour ça que ce que vous a montré David, c'est une version, et celle que je vous présenterai, il n'y a rien natif avec Power BI. Mais on a les outils pour le faire et on peut y arriver. Certains aspects de la création des rapports multilangues nécessitent de la connaissance au niveau développeur. Oui, maintenant, si vous utilisez les outils qu'on va vous présenter, il n'y a pas besoin d'être développeur. Mais c'est vrai que les outils qui sont présentés tout à l'heure nécessitent d'avoir une équipe de développement ou un développeur pour pouvoir le faire. Comment le processus de développement de rapports Power BI change-t-il? Les auteurs de rapports doivent éviter les fonctionnalités et les techniques qui ne prennent pas en charge la traduction, ce qui semble logique. Ne pas, pour faire du multilangue, il vaut mieux éviter les fonctions qui ne supportent pas la traduction. Apprendre ce qu'il faut faire est plus important dans ce cas-là que ce qu'il faut faire. Vous allez voir qu'on a des règles à implémenter et qui fonctionnent, mais c'est galère. De nombreux rapports existants nécessiteront une refonte complète. On va en parler dans quelques instants. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait quand on utilise Power BI, en fait, on a des fichiers PBX et dedans, on a deux types de choses. On a deux objets. Donc, dans un PBX, c'est facile si vous voulez regarder. Hein. PBX, c'est un fichier zip avec renommé en PBX. Donc, on peut dézipper. Et vous verrez que quand vous regardez en détail, ben, vous avez une partie un peu plus récente qui est en JSON pour les spécialistes, puis une partie en XML, la partie un peu plus ancienne. Donc, la partie qui est non supportée, c'est tout ce qui est mise en page. C'est-à-dire la positionnement, tout ce qu'on fait avec l'icône en haut, hein, positionner chaque graphique, etc. Tout ça ne sait pas supporter les traductions. Par contre, tout ce qui est jeu de données, le fichier BIM qui est à l'intérieur du fichier PBX, par exemple, on aura l'occasion de reparler un tout petit peu plus loin, tout ce qui est en fait lié à SSAS, que je vous parlais tout à l'heure, SQL Server Analysis Services, lui, il sait prendre en charge les traductions. Donc, on va essayer d'utiliser maximum le produit, cette partie-là, pour pouvoir faire la partie non supportée par la mise en page. Donc, le jeu de données, hein, c'est le dataset qu'on connaît, hein, et c'est aussi le mot qu'on appelle aussi le modèle. Hein. Donc, voilà. Alors, les traductions des métadonnées qui sont prises en charge dans le dataset, qu'est-ce qu'il en est? On va trouver des types d'objets, les tables, l'objet table, l'objet colonne, l'objet mesure et l'objet hiérarchie. Dans ces objets, on a des propriétés qu'on peut utiliser. On a le titre de la colonne, le titre de la table, le titre de la mesure, le titre de la hiérarchie, la description qui est un commentaire associé, et le display folder, le dossier dans lequel on affiche l'élémentaire, en fait, surtout colonne, mesure, éventuellement le titre, les hiérarchies, tout ça, ce sont donc les trois propriétés qu'il faut faire. Alors, les deux derniers, description, display folder, c'est uniquement à l'intention de celui qui crée le rapport. Le titre est disponible aux deux, et surtout dans le rapport. Tout ce qui est étiquette dans le rapport, par exemple un titre de visuel, un bouton, etc., tout ça, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. On verra qu'on va utiliser une méthode spécialisée pour arriver à les traduire. Parce que ce n'est pas supporté, c'est dans la partie mise en page et ce n'est pas traductible. Mais on va trouver une astuce. La traduction des métadonnées ne peuvent pas être utilisées
on verra qu'on ne peut pas, à la différence, quand on était dans le CCS multidimensionnel, vous savez, par exemple, l'équipe de Bruxelles, l'autre jour, on avait parlé de Kimball, et donc Kimball avait créé le premier moteur d'analyse, les moteurs OLAP, en l'occurrence, et on pouvait faire la sélection multicolonne, c'est-à-dire avoir une colonne, et je reviens sur ce que disait David, une colonne en français, une colonne en anglais, une colonne en néerlandais, une colonne en espagnol. Et le moteur était capable, on lui disait au moteur, en fonction de la langue de l'utilisateur, d'utiliser telle ou telle colonne et on avait la traduction. Il faut savoir qu'avec le Vertipack, le nouveau moteur SSAS qui est intégré à Power BI, entre autres, lui, il ne sait pas le faire, ça. Donc on va devoir gérer cette problématique de choisir les valeurs des colonnes, les valeurs donc Apple ou Pomme, donc dans 2 colonnes, ça ne marche pas, on va trouver une autre solution. Et comme David l'avait dit tout à l'heure, on va utiliser du multiligne, une ligne en français, une ligne en anglais, une ligne en espagnol, une ligne en néerlandais, etc. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en revenir. Et il semblerait que dans certains cas, on verra que dans certains cas, il faudra quand même du premium pour pouvoir faire ces traductions, pour que ce soit supporté. Alors, on a différentes typologies de présentation de fichiers PBX dans Power BI Service. Vous utilisez et le jeu de données et la mise en page dans le même fichier, vous le publiez. On a la possibilité aussi d'utiliser une sorte une mode un peu plus hub, c'est-à-dire que le jeu de données, il est indépendant de la mise en page, et vous attaquez la mise en page, les différents PBX, en disant on va chercher les jeux de données Power BI. Vous savez, vous ouvrez un nouveau projet dans Power BI Desktop et vous attachez non pas une source de données autre, mais une source de données qui s'appelle dataset Power BI. C'est ce scénario-là qui est montré. Et il y a un scénario un peu plus élaboré où en fait on ne joue plus sur le jeu de données, mais sur le fichier BIM qui en fait contient que le modèle. Et vous voyez que c'est dans ce cas-là, on n'a plus besoin de la mise en page associée au fichier PBX. Mais globalement, quelle que soit la méthode sur laquelle on travaille, les règles qui s'appliquent sont strictement les mêmes. On aura les mêmes problématiques et on résoudra de la même manière les problématiques de traduire les différents jeux de données. Pour préparer notre rapport multilangue, le mieux, c'est quand même de créer un rapport de toutes pièces et de prendre en compte tout de suite la traduction. C'est plus facile. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fonction des langues, les textes réservés sont plus longs dans certaines langues qu'en anglais, par exemple. Le français est beaucoup plus volubile que l'anglais. Donc, si vous ne calez pas vos affichages sur la taille du texte en anglais, vous êtes sûr que dans beaucoup de langues, vous allez avoir du débordement et peut-être voir soit au pire la fin de la ligne qui disparaît, au mieux, ça va passer sur 2 lignes, éventuellement en écrasant d'autres choses. Et pensez effectivement, toujours quand on vous crée vos rapports, c'est que pensez toujours à travailler non pas sur du texte fixe, mais sur l'élément traduit. Et éviter des erreurs de conception qui veulent qu'on fasse des choses qui ne sont pas supportées. La traduction, par exemple, les textes visuels, les titres, on a la possibilité, par exemple, de changer le titre d'un visuel. Ne le faites pas parce que il n'est pas traductible automatiquement. Laissez les textes par défaut et le système gérera lui-même le nouveau titre. Pareil pour les onglets. Les titres des onglets dans les rapports Power BI ne sont pas traductibles. Il n'y a pas de solution pour traduire ça. Donc la seule solution dans ces cas-là, on verra, c'est de les masquer. Mais je vous présenterai une solution qui s'adapte. Alors, voici un peu le rapport sur lequel on va travailler. Il est proposé sur un site web. Il existe la version en anglais, en espagnol, en français. Donc vous voyez, l'anglais est la même chose avec du français. Alors ça me fait doucement rigoler, c'est le mot domicile qui remplace le mot home pour retourner à l'accueil. La version allemande et la version néerlandaise. Alors Arnaud, tu peux vérifier les traductions s'il n'y a pas de faute. Voilà. On va aller regarder ce site, à quoi il ressemble. Hein. Allez.
Je en regarde 2, voilà. Si vous voulez vous amuser, donc il y a le temps que ça charge. Alors, voilà. Donc, alors, on va d'abord afficher. Par défaut, il affiche le français alors qu'il a sélectionné l'anglais. Voici la version française et on va pouvoir avoir le même rapport en anglais. Et pour nos amis belges, la version néerlandaise. Voilà, donc il y a un site de démonstration pour voir le résultat de ce qu'on nous propose ce Ted Pattison. Voilà, j'ai fait la démo. Alors, comment est-ce qu'on va procéder nos traductions? Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir comme on avait dans l'ancien moteur SSAS multidimensionnel. Je crois qu'Isabelle pourrait aussi en parler. Je sais qu'elle a vécu cette période aussi où ça marchait plutôt pas mal. On ne peut pas faire une sélection de colonnes avec une colonne en français, une colonne en anglais, une colonne dans les autres langues et dire, ben voilà, en fonction de l'utilisateur, on choisit telle ou telle colonne. Le moteur ne le fait pas spontanément. À moins de faire du DAX et d'alourdir davantage le code, à ma connaissance, il n'y a pas de solution. Et même en DAX, je ne suis pas convaincu que ça marche dans tous les cas. Donc, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut, alors toutes les colonnes ne sont pas forcément traductibles. Je ne sais pas si c'est une... Qu'est-ce qu'il y a comme colonne qui ne peut pas forcément être traduite? Je ne sais pas, une définition de produit ou un numéro de série, par exemple, ou un code produit qui sera international. Celui-là, on peut le garder dans la langue, dans toutes les langues, puisque ce sera le même code. Par contre, Pomme ou Apple, par exemple, ben, comment on fait? Alors, quand on veut le faire, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que le système sait faire, et on verra comment on va le faire. Ben, en fait, de la ligne, donc avec une ligne pour définir le mot en anglais, et ben on va faire une pour toutes les langues et on va identifier chaque ligne par le code pays correspondant. Donc FR pour la langue française en France, ENUS anglais, la langue anglaise pour les États-Unis, etc. Donc voilà ce que ça peut, et voilà le résultat attendu. Et on va voir qu'on peut le faire. Donc la version anglaise, allemande, espagnole probablement, ou italien, et une version donc là au néerlandaise en bas, je pense que ça va être anglais ou néerlandais ou l'inverse. Comme je ne connais pas les deux langues, j'ai l'air d'un idiot. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire une technique qu'on connaît bien qui s'appelle la technologie du RLS, où en fonction de l'utilisateur, Ah, on a perdu Philippe, désolé pour ce petit incident technique. On va patienter qu'il revienne. Quel suspense! Ouais, ouais. Philippe vient nous quitter. Il va revenir, il va revenir. J'espère qu'il va bien en tout cas. Voilà, Philippe, tu es de retour avec nous. On t'avait perdu pendant 1 minute. Allô, Philippe? Non, je pensais qu'il était revenu, pas encore. Voilà. En tout cas, vous comprenez qu'avec la méthode présentée par Philippe est quand même plus complexe, aussi plus complète, hein. Il y a possibilité de traduire plus de choses. Par contre, effectivement, si vous avez... Et puis en plus, il faut avoir de la capacité premium, hein, comme il disait, pour pouvoir héberger le rapport. Voilà, Philippe est de retour. Philippe, welcome back. c'est pas le Père Noël, c'était Guy Ou. Ah oui. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, me revoilà, je repartage mon écran. Et 2 secondes. Voilà. Et donc, je disais donc utiliser la technologie du RLS pour pouvoir filtrer les lignes en fonction de la condition de l'utilisateur. Donc, utiliser une variable qui s'appelle user culture, une fonction intégrée DAX qui contient user culture et qui ramène FRFR, ENUS, le cas échéant, etc. Donc voici quelques exemples d'écran. Je vais vous montrer
j'ai la démo derrière qui suit. Donc, hop, voilà. Si on regarde les données, par exemple, produits, voilà, j'ai ici sur la colonne, la première colonne, les différentes langues. Et dans les rôles, hop, modeling, manage role. Voilà, un local user pour identifier le rôle. Et sur les pays, ben, on va country language tag qui vaudra user culture. Et pareil pour le produit, on a la même chose. Donc l'intérêt, c'est que ça, on est sûr que quoi qu'il arrive, étant donné qu'on utilise la technologie du RLS et que RLS, les filtres sont obligatoirement positionnés à tout moment, on est sûr que l'utilisateur, quand il va se connecter, on va filtrer les lignes de manière correspondante. Alors, au détriment pour les spécialistes, d'une chose, c'est que il va falloir. Voilà. Hop, il faut si je ferme pas ma. C'est que là, par contre, ici, il va falloir gérer avec nos tables de faits du many to many, puisqu'on a plusieurs lignes qui identifient les pays, on a plusieurs lignes qui identifient les produits. On voit ici cette jointure multiple entre les ventes et la table produit. Donc c'est toujours problématique, mais bon, voilà, il va falloir faire avec. Mais c'est au détriment, et ça marche plutôt bien après cela, parce que si vous regardez bien ici, moi j'ai tous mes produits dans tous mes pays, dans toutes les langues. Maintenant, si je vais en mode local user, vous allez voir qu'on va avoir une seule série de pays, à savoir la version US, puisque c'était l'élément là-haut qui est masqué maintenant. Allez. Bon, il veut pas me le former. Voilà, vous voyez, US. C'est une variable qui renvoie la culture de l'utilisateur. C'est une fonction d'axe qui ramène la culture de l'utilisateur. Voilà, donc ici, j'ai été identifié en tant qu'en langue anglaise. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà, David? Oui, effectivement, ben, écoute, comme tu viens justement de présenter la fonction user culture, il y a Didier Terrien qui dit, OK, il me semblait que user culture ne fonctionnait pas toujours et n'était pas supporté. Cela a-t-il changé? Alors, moi, j'ai fait des tests, ça marche plutôt. Je vous ferai la démonstration à la fin. Alors, je suis sur. Alors, c'est peut-être aussi ça qui est limité par le premium per user. En fait, premium tout court. Moi, je suis en premium per user et ça marche plutôt bien. Vous verrez la démonstration. Je n'ai pas fait le test de savoir si c'était avec du pro simple ou pas. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut gratter un peu pour trouver des informations et j'ai pas trouvé grand-chose. Ouais. Sinon, Serge Casier qui pose la question de la partie translation dans Tabular Editor. Oui, ben c'est après. Vous allez trop vite. Voilà. OK. J'ai pas fini. Hein. J'ai pas passé la moitié de mes slides. Hein. Mais vous allez voir, ça, on va accélérer au fur et à mesure. Ouais. Donc j'en ai encore sous le pied. Ça, c'était juste pour afficher les données en fonction du pays en utilisant le user culture et en faisant le filtrage pour retrouver les lignes. On va regarder un petit peu maintenant sur les étiquettes. Alors, ce qu'on nous propose Ted Pattison et qui est plutôt intelligent, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas supportées, mais il y a des choses qui sont supportées. Donc, autant essayer de prendre ce qui est pas supporté, d'essayer de le faire rentrer dans ce qui est supporté. Et ce qui est supporté, ce sont des titres de colonnes, des titres de table, des titres de mesures, etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mécanisme où tout ce qui n'est pas supporté, comme des boutons, essentiellement des boutons par exemple, des titres de table, des titres de boutons, qu'est-ce que je pourrais vous dire, du texte, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, la fonction standard? Et la réponse est oui, forcément, sinon je ne la poserai pas.
Et comment est-ce qu'on va faire? En fait, on va travailler avec une table qu'on pourrait appeler la table des étiquettes traduites. Et dedans, on va y mettre du texte, du titre de mesure. Et puis, on va le faire traduire automatiquement par le moteur, par le modèle. Donc, on va travailler donc, avec cette table. Donc, ça peut être une table, comment ça s'appelle? Une table codée en DAX. J'ai mangé le nom. Non, ça ne m'en revient plus. Une table calculée, voilà, ça m'est revenu. On crée une table calculée et dedans, on va rajouter des mesures. Mais voilà, je vais arrêter là tout de suite. Je vous dirai après comment on va le faire. Donc, on fait ça. Et on va traduire les objets par rapport à ça. Et pour pouvoir faire la traduction, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus, ce n'est pas Didier, c'est un autre participant, on va faire la traduction par un outil qui sait justement gérer le TOM, qui veut dire de modèle objet tabulaire, qui permet de piloter la partie modèle, la partie Vertipack de Power BI. Et on va faire ça pour tout ce qui se fait, etc. Et l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, quand on veut utiliser pardon, je vais trop vite. Déjà, la première chose, c'est que les visuels, essayez, en fait, ne faites pas une traduction des visuels en forçant la valeur. Ou les titres de colonne, pareil. Titre de colonne, titre des visuels, etc. Tout ça, vous ne faites pas la traduction. Pourquoi? Parce que le moteur, c'est de gérer tout seul, par défaut. Donc, si vous changez, lui, il ne fera plus la traduction. Donc, on va laisser les valeurs par défaut. Donc, par exemple, ici, le titre de ce visuel, qui est Sales Review by Country Annual, il prendra automatiquement la valeur traduite et générée automatiquement, donc le chiffre d'affaires par pays par année dans le cas du français. Donc ça, on ne va pas toucher, on va le laisser faire automatiquement. Par contre, en utilisant notre table traduite, on va créer une nouvelle table calculée en DAX qui ne coûtera rien, qui contiendra juste des mesures qu'on va rajouter à la main. Et on va faire donc une nouvelle mesure dans cette table qu'on peut appeler Localized Label. Et tout ce qui va nous intéresser dans cette mesure, c'est son titre. On va rajouter, voilà ici la déclaration de cette mesure, European Sales Report. Et en fait, la valeur qu'on va associer à cette mesure, en fait, c'est 0 parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la valeur qui va nous intéresser, c'est uniquement le titre de la colonne. Donc, ma table vide, dedans, je rajoute uniquement des mesures qui ne servent à rien, sauf de conserver le titre. Donc, en mettant 0, ça marche bien, comme valeur DAX, ça ne va pas trop charger le système. Et ici, vous avez un certain nombre d'étiquettes qu'on va réutiliser par la suite. Donc, DevCamp, European Sales Report, Filter by Country, et on va les mettre aux différents endroits qui vont nous intéresser dans le rapport. Une des façons de réutiliser ces étiquettes, alors je ne vous parle pas encore comment est-ce que je fais pour traduire les étiquettes, ça se viendra après. Mais pour l'instant, je vais positionner ces étiquettes sur mon rapport. Donc, par exemple, je vais utiliser un graphique. Alors, c'est ce graphique, pardon, je suis allé dans le mauvais sens. Voilà, c'est ce graphique-là, le bar horizontal qu'on va utiliser. Et comme on ne va pas représenter de valeur, on va juste garder le titre. Voilà. Ça, c'est une façon. Ce graphique à barre, on va le garder. Comme il n'y aura pas de valeur, on n'aura pas. Et voici un exemple implémenté dans un graphique pour le conserver uniquement un titre de la page avec ce graphique à barre. C'est une façon de faire et on va pouvoir le paramétrer, jouer sur la couleur. Comme c'est la valeur horizontale, c'est la propriété texte, title text, texte du titre, où on va pouvoir jouer sur la couleur, un certain nombre d'éléments pour pouvoir l'afficher. Ce que propose Ted Pattison, c'est qu'il a développé un visuel personnalisé qui est fourni dans le GitHub, que vous pouvez utiliser, et qui a comme fonctionnalité uniquement une chose, de coller du titre, coller une mesure
dans ce composant, dans ce visuel, et vous avez profité de la mise en page de ce visuel. Alors, plutôt que de parler, je vais vous en faire la démonstration de ce qu'il a fait. Par exemple, ce texte-là, European Sales Report, ben, c'est ce petit visuel que j'ai rajouté là, fourni par TED. Et cette propriété, ben, c'est uniquement, je prends ma mesure qui s'appelle European Sales Report. Vous voyez, ici, j'ai toutes mes mesures que je veux labelliser, que je veux traduire. Et cette mesure, vous voyez, ben, elle renvoie la valeur 0, mais on s'en fout puisque c'est le titre qui nous intéresse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de traduire les propriétés de chaque élément dont les mesures, la propriété titre, on traduira le titre dans la multilangue. Donc, oui, on va pouvoir utiliser ce composant et on a toute une fonctionnalité plutôt assez complète pour pouvoir changer la couleur du texte, la couleur du fond, rajouter de la bordure, l'épaisseur de la bordure, etc., l'arrondi qui va autour, le positionnement du texte, le padding, c'est-à-dire la zone réservée autour, et puis bien sûr la taille de la police. Donc ce petit composant est sympa pour faire juste du texte, du titre de composant, comme ici on peut le voir. Et sur les autres pages, pareil. Voilà, avec un autre. Et ici, j'ai une autre mesure qui vaut toujours 0. Et on traduira cette partie, je vous montrerai comment on fait les traductions tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour faire du titre. Maintenant, on va continuer. Et les onglets, ne cherchez pas moyen de traduire les onglets. C'est comme ça. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On les masque. Et on va créer notre propre système de navigation pour pouvoir permettre de parcourir d'un onglet à l'autre. C'est ce qu'on va voir dans 2 secondes. Et on va aussi, toujours dans notre table des labels, mettre le nom de la page correspondante dans notre table des labels des étiquettes traduites. Et donc, ce bouton de navigation que je vais vous montrer, en fait, il est composé de 2 choses. La fameuse un bouton, une forme qui contient un bouton qui permet d'aller d'aller vers la page, afficher la page correspondante. Et en dessous, ben notre système, notre petit visuel personnalisé que je viens de prendre là pour faire les titres, ben je vais utiliser pareil et que je mettrai en dessous. Et lui, il va utiliser le système des mesures avec le titre correspondant et on traduira le titre de la mesure pour pouvoir le faire. Donc, en dessous, le moyen d'afficher le texte du bouton, etc., qui sera traduit automatiquement, comme on le verra tout à l'heure, et par-dessus, un bouton qui sera invisible et qui aura juste pour fonction d'être un bouton, c'est-à-dire de pouvoir naviguer dans les onglets. Voilà ce que ça peut représenter. Ici, la version US. Et quand on aura traduit chaque libellé, chaque mesure d'étiquette de la table des étiquettes traduites, eh ben, on va faire, au milieu, vous avez la version française, etc. Donc, chacun des boutons jaunes, là, c'est un label, un visuel de traduction de la mesure en dessous, et au-dessus, le bouton invisible. Et on aura simplement, en fonction du texte, le système s'adaptera, il traduira et affichera le texte correspondant de la mesure, toujours avec sur son domicile là, pour afficher la page d'accueil. Alors, une petite démo, comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer. Le bouton, ici, ils sont associés, donc, et si je dégroupe, ben, au-dessus, on le voit là, le bouton invisible, et en dessous, ben, c'est toujours notre petit visuel pour les labels traduits qui sert à ça. Donc voilà. Donc les deux sont superposés et l'étiquette qui est affichée dans chacun des menus est constituée dans la table des étiquettes traduites. Voilà. Et on verra, je vous dis tout de suite, on va le voir, comment est-ce qu'on va faire la traduction. Tout à l'heure, quelqu'un a lâché le morceau, mais c'est pas grave. Hop, je vais remettre comme c'était pour que ce soit plus propre au cas où j'en avais besoin.
Encore des questions, David? Non, pas eu d'autres questions. Non. D'accord. Donc, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Effectivement, comment est-ce qu'on fait pour traduire les titres des mesures, des colonnes, des tables et des hiérarchies? C'est ce qu'on appelle la traduction des métadonnées. Hein. Tous ces éléments sont les métadonnées. Donc, on a deux façons de le faire. Depuis Power BI Desktop, on a la possibilité d'attaquer la structure TOM. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, le TOM, c'est le Tabular Object Model, le modèle objet tabulaire. Donc, n'importe quel outil qui sache le faire, ben, on en a un qu'on utilise couramment, qui est Tabular Editor. On en a déjà parlé, par exemple, pour les groupes de mesures, un certain nombre de choses. Donc, on en a déjà parlé de Tabular Editor. Il est gratuit dans sa version 2 et payant dans sa version 3. Tiens, ce serait intéressant de savoir qui ne connaît pas Tabular Editor. Mettez-le dans le chat. Et puis, David, tu me fais une petite synthèse dans quelques minutes, dans quelques secondes, pour savoir qui connaît Tabular Editor ou pas. On a la possibilité aussi de le faire, si on veut, dans Power BI Service. Et dans ces cas-là, ben, il faut utiliser, on ne va plus utiliser du TOM, mais on va utiliser aussi du TOM, mais on va devoir utiliser l'interface XMLA Endpoint pour pouvoir le dialoguer avec. Et il faut pour ça, pour avoir l'interface, le XMLA Endpoint disponible, il faut forcément une licence Premium. Et je n'ai pas vérifié si Premium par user, et je crois que Premium par user, il n'y est pas, de mémoire. Mais voilà, donc on a la possibilité de piloter l'ensemble de la structure sous-jacente dans le modèle avec Tabular Editor ou n'importe quel outil. Et je vous en présenterai. Donc, on va utiliser Tabular Editor dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on utilisera un outil plus spécifique qu'a développé Ted Pattison. Et on verra comment il fonctionne. Et c'est plutôt sympa, vous allez voir. Et moi qui ne parle pas le néerlandais ou toi, Arnaud, qui ne parle pas le néerlandais, on va pouvoir s'en sortir quand même. Donc, en attendant, il y a eu une personne qui ne connaît pas Tabular Editor et 5 qui connaissent Tabular Editor. Bon, alors je vais accélérer alors. Si vous connaissez Tabular, alors pour la personne qui ne connaît pas, donc c'est un produit qu'on peut télécharger, une application à part entière, et qui utilise plusieurs choses. Et je vous en ferai la démonstration. Entre autres, il y a du script avancé ou des choses comme ça. Il y a plusieurs fonctions dans Tabular Editor. On va pouvoir toucher les métadonnées et notamment les traductions. Mais je vais vous faire la démonstration plutôt par rapport à ça. Donc, dans Tabular Editor, on va pouvoir rajouter des langues dans la partie Translation. Et on va reproduire les valeurs par défaut dans chacune des traductions par défaut. Donc, l'anglais, la première chose, c'est qu'on va reprendre le description. Ici, vous avez une démonstration de la langue par défaut qui est l'anglais. Mais on a une description par défaut et un nom qui est par exemple customer. On va reproduire sur les descriptions traduites et les noms dans la version par défaut. Et ensuite, n'oubliez pas, oui, une petite chose, hein, n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer ça dans Power BI, d'utiliser l'outil de sauvegarde, le bouton de sauvegarde pour reproduire la chose parce que c'est indépendant, hein, c'est pas piloté en direct. Ensuite, on va pouvoir donc les différents éléments, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut traduire les noms, les descriptions et le display folder, le dossier dans lequel on met l'élément. On va pouvoir utiliser Tabular Editor, va le faire pour nous assez facilement. Et ensuite, on rajoute des traductions. Et ensuite, il faut, pardon, excusez-moi, ça a été un peu vite. Et il faut dans Tabular Editor traduire chacun des éléments. On a une possibilité de faire un export de fichiers JSON. Alors, autant vous dire que du fichier JSON, il faut être capable de le lire, mais on est capable d'exporter le fichier JSON dans le but qu'éventuellement un traducteur ou un outil qui sache traduire puisse faire le travail et refournir un JSON. Le JSON, c'est l'élément traduit, c'est la structure du document qu'on voit là, avec ses accolades, ses crochets, etc., ses deux points, ses textes entre double cotes. C'est ce qu'on appelle le format JSON. Et faire la traduction et ensuite le réimporter dans Tabular Editor dans le but qu'effectivement ce soit un autre être humain qui assure la traduction.
et de réimporter ce travail depuis Tabular Editor, sauvegarder, et en ce moment-là, on le récupère dans le modèle de Power BI. On a une question de Dimitar Draganov qui demande comment définit-on la langue par défaut dans TE? Par défaut, en fait, c'est... Alors, de mémoire, vous avez la propriété langue dans les options de Power BI. C'est là qu'on peut définir la langue du projet. Dans Power Editor, je ne sais pas si on peut le faire directement. Excellente question. Je n'ai pas la réponse. Voilà, donc voici les éléments traduits et on importe. Alors, plutôt qu'un long discours, je vous en fais la démonstration. Voilà, je reprends mon projet. Et quand vous faites l'installation de Tabular Editor, ben vous avez un nouvel onglet ou pas. C'est déjà, en tout cas, c'est dans les outils externes. Vous cliquez sur Tabular Editor. L'intérêt à ce moment-là de passer par ce biais-là, c'est que on est connecté directement à notre modèle. Vous voyez que je suis en version 2, donc la version gratuite. Il a trouvé le numéro de port pour se connecter à Power BI, c'est un élément qui est dynamique. Ici, j'ai mis toutes les traductions qui m'intéressaient. Rien ne m'interdit d'en rajouter d'autres. Et quand je vais sur les différents objets, par exemple une table, ici je vais avoir les noms, le nom de la table que je vais pouvoir traduire. Donc pour de l'anglais américain, bah, ça va être calendar, pour du français calendrier. Et je m'essaie déjà que mon anglais n'est pas terrible, alors je ne m'essaye pas dans les autres langues. Et éventuellement, si j'ai la description, ça c'est pour les développeurs, les concepteurs de rapports, je pourrais ici avoir aussi. Sachant qu'effectivement, c'est une propriété native, indépendamment des traductions, qui sont la description ici et le nom de la table ici. Si je descends d'un niveau, si je prends une colonne, eh ben, toujours pas de description, mais j'ai le dossier, si j'avais des dossiers, je pourrais les traduire ici. Le display folder apparaît, et sinon, bah, dans tous les cas, au minimum, je dois traduire le nom des colonnes. Donc en anglais, du date et de la date en français, etc. Et notre fameuse table, vous savez, notre table calculée qui contient tous les labels, que je vous ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est là où on va les traduire. Donc, European Sales Report de tout à l'heure, eh ben, il va devenir le rapport sur les ventes en Europe. Et ainsi de suite. Et mon fameux bouton Home, qui était moche tout à l'heure avec mon domicile, ben, rien ne m'interdit ici de mettre plutôt accueil pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent avec les choses. Et toutes les autres éléments. Il faut une colonne par défaut dans une table, hein, c'est Z-ignore, mais on le masque. Elle ne sert absolument à rien, ce champ calculé de ma table par défaut, qui est associé obligatoirement à une table calculée. Vous avez oublié. Donc celui-là ne sert à rien, on l'a masqué. Voilà, voilà. Donc, on fait pareil pour tous les champs, comment traduire, et vous avez bien sûr la possibilité de faire les exports de traduction, export translation, import translation. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien faire save pour pouvoir sauvegarder notre rapport. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire. Et puis, vous voyez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours, hein, la valeur le code d'axe de cette mesure calculée, ben, c'est 0 parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Voilà comment est-ce qu'on traduit les différents titres de colonnes, et c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer sur toutes les métadonnées de toutes les colonnes, mesures, colonnes, etc., étapes, pour pouvoir les traduire en fonction de la langue de l'utilisateur. Et après, je vous ferai la démonstration de tout ça. Je vais vous montrer un autre outil. Donc, on pourrait très bien développer aussi notre propre outil qui utilise le TOM, puisque même on a le XML endpoint dans Power BI Desktop pour piloter le modèle, le dataset. Donc, on a du code en C#, etc., avec les différentes librairies. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail du code. Si vous voulez regarder, vous avez tout le code hein, sur le site web, dans le GitHub. Vous pouvez même le modifier, etc. Si j'avais le temps, j'aurais bien fait une petite traduction pour montrer que, voilà. Donc, rien ne vous interdit de reprendre, de faire des modifs, etc. La première chose qu'on fait donc, quand on ouvre ce produit,
c'est qu'on reprend tous les objets. Alors ici, on a l'objet customer qui est une table, et on va, toutes les colonnes vont être vides, et on va pouvoir ajouter éventuellement les cultures. Culture, c'est les traductions. Alors culture, c'est pas que la langue, hein, c'est aussi le pays, puisque on peut avoir des différences entre les Anglais, par exemple, l'anglais du Canada, l'anglais d'Australie, l'anglais de UK, etc., ou d'Inde, ou d'Afrique du Sud. Chacun peut avoir des spécificités, des variations sur l'anglais. Donc la culture, c'est l'association aussi bien de la langue que le pays qui parle cette langue. Alors, on pourrait très bien aussi avoir des spécificités entre le français de la France et le français du Cameroun qui parle français, de la Réunion qui parle français éventuellement, je ne sais pas, ou du Québec. Je vais prendre que cela. Donc ici, vous avez les différentes langues et il faut populer forcément la première, les valeurs par défaut, les traductions par défaut. C'est le but de ce bouton-là, de traduire dans la langue par défaut. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour faire le reste? Eh bien, je vais vous en faire... alors, c'est juste un petit mot. Vous allez pouvoir importer, exporter aussi des fichiers dans un format, pour faire une traduction. Je n'ai pas le format, je me rends compte. Non, c'est du fichier Excel. C'est du CSV, c'est du fichier Excel. Si, je l'ai. C'est du fichier Excel. Donc, pour donner ça à un être humain qui puisse exporter, vous l'exportez le fichier CSV, il fait la traduction, vous réimportez votre fichier CSV, et à ce moment-là, vous pouvez charger les traductions. Sauf qu'il y a un autre mode, et je vais sauter directement dessus, parce que ça, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que j'ai gardé les slides? Non, je n'ai pas gardé les slides. Voilà, donc je reviens sur notre outil de traduction, notre rapport Power BI Desktop. Et ici, moi, je l'ai importé dans les outils externes, notre outil que vient de nous proposer Ted Pattison, qui fait tout le boulot tout seul, presque tout seul. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc, il a reconnu, il s'est connecté au serveur avec le bon numéro de port, la version, la taille du schéma. Il a déjà récupéré les traductions. Et normalement, comme tout à l'heure, j'ai mis... alors, où est-ce qu'il est, la table localized? Est-ce que je retrouverai mon home? Où est-ce qu'il est, bah, bien sûr, quand on cherche, on ne le trouve jamais. Home, voilà. Et mon champ accueil de tout à l'heure, je l'ai mis ici. Vous voyez, donc j'ai récupéré. Donc je peux traduire ici soit manuellement, soit en faisant l'export d'un fichier Excel, etc. Je peux rajouter des langues. Allez, on va s'amuser. Je rajoute du chinois, de l'hébreu, du hindi. Allez, comme on est fou, on va en rajouter c'est l'irlandais, je crois, le japonais. Je ne sais pas s'il y en a qui parlent des langues là-dedans. J'ai le portugais aussi. C'est le produit qui est limité, mais on peut en rajouter du russe. Voilà, j'ai rajouté tout ça. Et si vous regardez bien ici, j'ai un machine translation et générer automatiquement des traductions. Alors je vais le lancer. J'ai lancé la traduction en russe. Et on va voir le résultat du russe. Et sauf erreur, le russe utilise des caractères cyrilliques. Et sauf erreur, c'est des caractères cyrilliques qui sont là. Alors c'est marrant, tiens, il n'a pas traduit Power BI. Donc voilà, et c'est un service Azure chez Microsoft qui s'appelle les Connective Suite, qui permet de faire ça. On définit dans les propriétés la clé du service, ainsi que moi j'ai pris aux États-Unis. Voilà, vous pouvez regarder la clé, hein, après la session, je démonte tout, donc il ne marchera plus le code clé, donc c'est tant pis. Et pendant que je parle, je vais vous traduire toutes les colonnes. Et puis, vous allez voir le résultat. Donc, voici une méthode de feignant pour pouvoir traduire aussi toutes les colonnes. Et vous allez voir, ça avance. Il est sur de l'allemand. Alors, c'est forcément pas juste. Hein, vous verrez que notre fameux, on le voit ici en dessous, hein, notre home, c'est de nouveau traduit par domicile parce qu'il n'avait pas suffisamment de contexte.
pour pouvoir le faire. On fait du chinois, vous allez voir le chinois qui va apparaître. Voilà, il va faire pareil ici, on est sur de l'hébreu. Le hindi, on reviendra. Je vais continuer mes petites démos parce que on arrive à la fin. Ici, je suis dans mon, vous voyez, je suis dans mon Power BI Service. J'ai une page en français et je vais l'afficher maintenant en anglais. Alors pour ça, c'est assez facile en fait. On va juste dire à Edge de changer la langue. L'anglais des États-Unis, je vais le monter d'un niveau. Et je fais rafraîchir la page. Ah oui. Il y a un peu de latence, voilà. Vous voyez en anglais le texte. Ça s'affiche. Un petit peu de latence ce soir. Hein. Voilà. J'ai la même chose en anglais. Sauf que vous m'allez me dire, oui, mais regarde, Philippe, tu es bien gentil, mais là, ça ne va pas, il y a toutes les langues, machin. Sauf qu'effectivement, je suis administrateur de mon espace de travail et je suis donc, le RLS ne se met pas en place. On va forcer le RLS. C'est ce modèle-là que j'ai utilisé, sécurité. Donc, on va faire la fonction tester avec ce rôle local user. Et là, vous allez voir qu'on est bien là-haut. Il nous a mis, vous voyez, qu'il nous a dit qu'on est bien en train de visualiser en tant que local user. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien mes informations en anglais. On va essayer, tiens, j'avais promis tout à l'heure à Arnaud de lui mettre du néerlandais. On va le faire dans le néerlandais, ce sera pour nos amis belges qui étaient quand même pas mal présents tout à l'heure. Il faut rafraîchir la page pour prendre en compte le nouveau paramètre. Alors là, c'est pas, ça doit être probablement du germanophone, comme je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Et on va faire comme tout à l'heure. Je vais me mettre en mode. Ok, je suis bien embêté. Je crois que c'est celui-là, sécurité. Oui, c'est celui-là. Utiliser en tant que rôle. Et vous allez voir que les différentes pages se traduisent. Tous les titres sont traduits. Je n'ai pas de multilangue, etc. Plusieurs fois les différentes traductions, etc. Et comme on a fait traduire des mesures, les titres des mesures qu'on a utilisés avec les différents composants qui sont utilisés à droite à gauche, eh ben, j'ai le texte qui se traduit automatiquement, sans aucune action de ma part. Voilà, ainsi de suite. Et vous avez vu, j'ai bien masqué mes onglets qui ne fonctionnent pas qu'on ne peut pas traduire. Voilà, je vais revenir sur mon petit produit là, en attendant. Alors, vous voyez, il m'a bien rajouté du russe, du portugais, du japonais, etc. Alors, je pourrais vous... Je ne ferai pas la démonstration, je vais pas vous faire la démonstration comme quoi effectivement j'ai bien le russe, etc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la table produit et les pays dans la langue autre que les 4 ou 5 que je vous ai montré dès le début. Et si je mets du russe, tous les tableaux ne vont pas apparaître puisque je n'ai pas de filtre. Je n'ai pas les valeurs, les lignes en russe, en irlandais, en hébreu, etc., en japonais. Et donc, du coup, mon RLS, mon affichage par RLS ne fonctionne pas. Voilà. Alors, j'en ai fini avec tout ça. Maintenant, on va passer aux sessions questions-réponses. Il n'y a pas eu d'autres questions. Ah, non, on nous demande le créole à la réunion. Ouais, créole. Mais sinon, beaucoup d'applaudissements en tout cas et de félicitations pour cette présentation qui a été assez intéressante. L'outil Power BI Tools semble pouvoir modifier par code le contenu des rapports. Avez-vous essayé de l'utiliser dans les traductions? Non. Non, le problème, c'est que si vous attaquez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous attaquez la mise en page,
la partie mise en page, la partie layout, vous n'avez pas de mécanisme de traduction. Je ne sais pas comment est-ce que va fonctionner Power BI pour faire la traduction. C'est peut-être pour générer peut-être une version l'une à côté de l'autre avec la traduction, mais ça veut dire que dès que vous faites une modif, il faut refaire l'ensemble, peut-être. Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas testé honnêtement, je ne l'ai pas testé. Peut-être que ça le fait. Qu'est-ce qui... Voilà. Le but étant effectivement d'utiliser le modèle, oui, le modèle, c'est ça que je cherche, le mot que je cherchais, le modèle, pour assurer la traduction automatique. Et c'est justement le but. Quelqu'un Didier dit qu'il ne fait pas, PBI Tools n'effectue pas les traductions pour le moment. D'accord. Oui, Stéphane, il va falloir mettre les mains dans le camp. Oui, tout à fait. Mais avec cette méthode, c'est quand même, moi, ce que j'aime bien, c'est que l'effort n'est pas très important. Une traduction sur les tables et une mesure, créer une mesure pour chacun des libellés. Je trouve que l'effort n'est pas énorme. Et puis traduire tout ça après. Quelle limitation dans son usage avec Tabular Editor? Pas grand-chose puisque ça fait toutes les traductions. C'est quoi Didier? Peut-être prendre la parole Didier pour poser la question? Juste savoir s'il y avait, en dehors des onglets, s'il y avait des choses qui ne se faisaient pas en termes tout ce qui est libellé fixe n'est pas traductible, donc on a utilisé les méthodes que j'ai données. Les onglets, sinon c'est la seule chose qui, à ma connaissance, n'est pas traductible. Alors attendez, je vais remonter. Ça c'était Didier. Stéphane, merci beaucoup. Oui, voilà, David. Est-ce qu'on peut traduire aussi le nom du rapport tel qu'il apparaît au user dans Power BI Service? La réponse est non. Je ne vois pas comment faire pour faire ça. Toujours dommage de devoir avoir le premium pour avoir la totalité de ce genre de fonctionnalité. Tout à fait d'accord, Nicolas. Alors, Nicolas Grigoritian, je suppose que Nicolas, c'est votre prénom. Oui, je confirme. Je confirme. D'accord. Quelle langue sera affichée si on choisit une langue non traduite? Alors, si vous utilisez le RLS comme on a fait, je dirais la langue par défaut. Justement, la langue par défaut. Donc Didier, là maintenant, c'est plutôt le fastidieux. Oui, je suis d'accord. Mais on avait la même problématique quand on faisait faire du SSRS. Microsoft n'avait rien prévu pour faire la traduction. On pouvait facilement faire des choses un peu plus avancées, comme je disais tout à l'heure, avec SSRS Multidim, puisqu'on pouvait travailler sur des colonnes dans différentes langues et on pouvait dire au système de faire la traduction, de dire en fonction de l'utilisateur de travailler sur telle ou telle colonne. Donc on avait par exemple la table date avec une colonne les mois libellés en français, les mois libellés en anglais, etc. Et puis le système gérait tout ça tout seul. Mais c'était plus possible avec le moteur Vertipax. Je trouve que c'est une régression, en tout cas à mon avis. Voilà. Mais c'est toujours été plutôt laborieux pour les libellés par rapport à SSRS. Alors SSRS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le module. Aujourd'hui, ça s'appelle Power BI les rapports paginés. C'est exactement le même module. Et avant, ça s'appelait SQL Server Reporting Services. C'est ce qui faisait de la mise en page. Nicolas, ouais, bonne soirée aussi à vous et tant mieux si ça vous a plu. Merci encore, bravo. Merci. Est-ce que David, j'ai loupé des questions ou pas? Non, c'est bon, tu as répondu à toutes les questions, effectivement. Oui, scabreux. Bon, bah, écoutez, je prends. Mais je vous dis, Ted Pattison a quand même fait un gros travail de fond par rapport à ça. Et je le remercie parce que ça m'a bien aidé pour faire cette session. Combien de temps pour développer un tel rapport? Écoutez, les deux actions à rajouter, c'est de multiplier les lignes qu'on veut traduire. Hein, donc, par exemple, la table produit, la table date.
pour afficher donc, la table date, pour afficher les mois, donc janvier ou janvier. Donc, toutes les tables qu'il faut multiplier, il faut trouver un système pour injecter les traductions. Alors, ça peut être fait en amont dans du traitement ou dans Power Query où on dit on a le mapping et puis on rajoute les lignes avec le mapping. Et puis après, c'est créer des labels. C'est pas forcément très cher, beaucoup de temps en plus. C'est difficile de répondre à la question de la totalité. Je sais pas, disons que ça peut représenter 10 à 20% de plus par rapport au temps normal de création du rapport. Je pense que la fourchette serait pas mal. Ok, d'autres questions? Et on va mettre fin à l'enregistrement si vous n'avez plus d'autres questions. Bon, parfait. En tout cas, vous remercie d'être resté un peu plus tard. Et puis, au plaisir de vous revoir dans un prochain meet-up. Merci à vous.